Le récit officiel de l'opération High Jump, en 1946, était simple et clair. La marine américaine envoya une importante force opérationnelle en Antarctique sous le commandement du contre-amiral Richard Byrd. Selon les communiqués de presse, la mission consistait à tester les hommes et l'équipement dans des conditions de froid extrême, à cartographier le littoral inexploré et à s'entraîner à d'éventuelles opérations polaires dans une nouvelle ère de portée mondiale. Le convoi comprenait un porte-avions, des destroyers, des navires de ravitaillement et des avions équipés de skis spéciaux et de châssis renforcés. Des photographes et des journalistes étaient embarqués. Les actualités montraient des icebergs, des marins courageux et le drapeau américain claquant dans le vent polaire. Les ordres de mission non officiels, enfermés dans un coffre-fort à bord du navire amiral de Byrd, étaient différents. Les briefings des services de renseignement avant le départ faisaient état de sous-marins allemands qui s'étaient rendus tardivement, de rumeurs selon lesquelles certains s'étaient dirigés vers le sud au lieu de rentrer chez eux, de messages interceptés au cours des derniers mois de la guerre qui faisaient référence à une station Drey dans la terre de la Reine Maude. Des baleiniers norvégiens avaient signalé des lumières étranges sous la glace et des camps abandonnés, contenant des équipements trop sophistiqués pour de simples stations météorologiques. La guerre était terminée, mais la crainte que quelque chose ait été laissé derrière n'avait pas disparu. On demanda à Byrd de rechercher des bases. Pas les bunkers et les dépôts de carburant habituels, mais tout ce qui pouvait suggérer des recherches. Des antennes, des câbles, des machines inconnues. On lui remit un mince dossier contenant des traductions de documents allemands capturés. Une page mentionnait Himmelsresonanz, résonance céleste. Une autre parlait de signal, vom Wanderer, signaux du Wanderer. L'analyste qui avait préparé le dossier avait griffonné une note dans la marge. Objet inconnu, possible comète à longue période, trajectoire liée aux orbites planétaires. Il n'avait pas encore le nom 3I/Atlas. Ils avaient des indices. Une courbe sur de vieilles cartes stellaires. Un motif dans les interférences radio, suffisant pour les pousser à envoyer des vaisseaux dans les endroits les plus reculés de la Terre. High Jump établit une base principale sur la barrière de Ross. De là, des vols rayonnaient à travers le continent. Certains suivaient les lignes de reconnaissance prévues. D'autres s'en écartaient, discrètement, en utilisant des coordonnées qui ne figuraient sur aucune carte publique. L'un de ces vols, un avion bimoteur chargé de carburant supplémentaire et d'une petite équipe de spécialistes, se dirigeait vers la terre de la Reine Maude. Ils volèrent pendant des heures au-dessus d'une glace sans relief. Puis le terrain changea. Des pics déchiquetés, des rochers exposés. Le vent balayait les vallées où la glace s'amincissait. Le pilote a reconnu un motif familier grâce aux photographies prises par l'expédition allemande en 1938. Les mêmes montagnes, les mêmes falaises. Dans une vallée, il a aperçu des objets sur la neige qui n'avaient rien à y faire. Du métal, anguleux, pas de la roche. Ils ont atterri sur une étendue de glace plate sous le vent. L'équipe a débarqué. Le vent transperçait leurs vêtements. L'air était vif et sec. Ils ont marché péniblement vers les objets. C'était un camp, ou ce qu'il en restait. Des cabanes, préfabriquées, à moitié effondrées sous la neige. Des poêles à charbon rouillés, des bidons de carburant éparpillés et vides. Les inscriptions sur les cabanes étaient en allemand.
des aigles effacés. Les lettres Saint-Drey, peintes au pochoir, sur une porte. Station Drey. À l'intérieur de la cabane principale, ils trouvèrent des tables renversées, des papiers éparpillés, du matériel renversé. Mais il n'y avait aucun signe de lutte, aucun impact de balle, aucune trace de sang. On aurait dit que les occupants étaient partis précipitamment et n'étaient jamais revenus. Ils trouvèrent un journal de bord. La dernière entrée datait de 1941. Une brève note concernant la mise hors service des instruments. Un ordre de sécuriser la grotte. La grotte n'était pas loin. Une brèche dans la roche, sombre, au pied d'une crête. La neige qui l'entourait était étrangement lisse, comme si elle avait été tassée et retassée à plusieurs reprises. Le chef de l'équipe, un lieutenant de la marine ayant une formation en ingénierie, ouvrit la voie à l'intérieur. L'air se réchauffa à mesure qu'ils descendaient. Leur souffle cessa de fumer. La glace sur les murs s'amincit, puis disparut. La chambre au bout du tunnel leur coupa le souffle d'une autre manière. Les parois étaient sculptées, des lignes, des cercles, des points qui formaient des constellations lorsque l'œil les suivait. Le lieutenant ne reconnut pas les motifs, mais le civil qui l'accompagnait, oui. C'était un astronome attaché à l'expédition en tant que consultant météorologique. Il vit des champs d'étoiles, familiers, mais erronés, inclinés, comme s'ils étaient vus d'un autre endroit du système solaire. Au sol, monté sur un cadre rudimentaire en acier allemand, se trouvait quelque chose de tout à fait différent. Un anneau de métal sombre, à hauteur de taille, parsemé de petites protubérances qui ressemblaient à des boutons de réglage. Des fils reliaient l'anneau à un ensemble d'équipements bricolés à partir de composants radio-allemands, des tubes à vide, des bobines, un écran d'oscilloscope qui s'était fissuré sous l'effet du froid. L'anneau lui-même n'était pas marqué. Aucune plaque du fabricant, aucun numéro de série. Le métal était lisse, trop lisse. Lorsque le lieutenant frappa dessus avec sa main gantée, il rendit un son sourd. Ils ne mirent rien sous tension. Les ordres étaient clairs. Ne pas mettre sous tension d'équipements étrangers. À la place, ils photographièrent tout, chaque connexion électrique, chaque réglage. L'astronome dessina du mieux qu'il put les gravures sur les murs. Il remarqua une courbe plus profonde que les autres. Une ligne courbe traversant des cercles qu'il prit pour des orbites planétaires. À côté, dans une écriture allemande moderne, quelqu'un avait écrit « Bahn des Wanderer », le chemin du vagabond. Sur une étagère près de l'équipement, ils trouvèrent un cahier. La couverture était gelée. Les pages étaient rigides. À l'intérieur, une écriture allemande serrée. Des schémas de l'anneau. Des équations. Des références à Einkopplung in das Netz, couplage au réseau. Une page montrait un graphique de la fréquence dans le temps. La ligne atteignait son maximum autour d'un point intitulé Durchgang in innerem System, circa Jahr 2000. Passage dans le système interne, vers l'an 2000. Le lieutenant demanda à l'astronome si une comète connue correspondait à cette trajectoire. L'astronome secoua la tête. Les comètes connues avaient des cycles courts et prévisibles, ou des retours longs cartographiés il y a des siècles. Cette orbite était différente, forte inclinaison, très elliptique. Quelque chose qui venait de bien au-delà de Pluton traversait le plan planétaire, puis disparaissait dans l'obscurité. Il n'avait pas de nom pour cela, mais plus tard, lorsque 3i/Atlas fut catalogué, quelqu'un superposa la courbe allemande
à la trajectoire moderne et eut la chair de poule en constatant qu'elle correspondait. Ils rapportèrent leur découverte à Byrd par radio codé. Le résumé était prudent. Ils décrivirent une station de recherche allemande abandonnée, un équipement radio inhabituel, une grotte avec des gravures représentant le ciel. Ils ne mentionnèrent pas le carnet en détail. Celui-ci fut placé dans une autre pochette, marquée « Personnel » pour l'amiral. La réponse arriva plus vite que prévu. Il devait documenter le site de manière exhaustive, emporter ce qu'il pouvait transporter et détruire tout ce qu'il ne pouvait pas emporter. L'ordre de destruction les surprit. Les scientifiques voulaient instinctivement préserver, étudier. Mais l'officier du renseignement de l'équipe acquiesça d'un air sombre. Si les Allemands avaient utilisé cet équipement pour se connecter à quelque chose, personne à Washington ne voulait que quelqu'un d'autre tombe dessus, qu'il soit ami ou ennemi. Ils placèrent des charges dans la cabane, dans le tunnel, autour de l'anneau. L'ingénieur s'opposa à la démolition de la chambre elle-même. La roche était ancienne. Les gravures pouvaient être antérieures à toute culture humaine connue. La faire exploser effacerait quelque chose d'unique. L'officier du renseignement la contredit. « Nous ne sommes pas des archéologues », a-t-il dit. « Nous sommes ici pour nous assurer que personne ne puisse remettre cette chose en marche. » Avant de partir, l'astronome a jeté un dernier regard sur les gravures. Le faisceau de sa lampe est tombé sur une section qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Un petit symbole gravé près du point le plus profond du chemin du Wanderer. 2 cercles et une ligne. Cela lui rappelait les schémas des tubes à vide, ou une comète avec une queue traversant une sphère. Il n'eut pas le temps de le copier. L'officier le rappela. Ils remontèrent précipitamment le tunnel. La neige leur cinglait le visage tandis qu'ils couraient vers l'avion. Les charges explosèrent quelques minutes après le décollage. Le sol trembla. Un panache de poussière de glace s'éleva derrière eux, brièvement visible par le hublot latéral avant que le vent ne le disperse. De retour sur le vaisseau amiral, Byrd lut le rapport complet. Il avait déjà vu des choses étranges. Des mirages au-dessus de la glace polaire. Des réfractions atmosphériques qui déformaient la lumière. Mais des chambres creusées sous la roche et des anneaux construits à partir d'un métal inconnu, réglés sur des fréquences liées à une comète inconnue, c'était différent. Il étala le carnet allemand et les croquis américains sur son bureau. La courbe de la trajectoire du Wanderer les traversait tous les deux. Il la suivit du doigt. Il posa une question à l'astronome. « Si cet objet arrive quand ils le disent, où sera-t-il visible ?» La réponse fut prudente. « Depuis les 2 hémisphères, monsieur, à différents endroits. Son inclinaison est élevée. Il passera au-dessus des régions polaires, nord et sud, d'un pôle à l'autre. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Byrd. Il pensa à l'anneau dans la grotte, aux notes allemandes sur le couplage dans un réseau, aux rumeurs selon lesquelles certains, dans le Reich, croyaient aux théories de la Terre creuse, non pas comme un mythe, mais comme une géométrie, une façon de penser les trajectoires à travers les champs gravitationnels. Quelques semaines plus tard, l'opération High Jump prit fin soudainement. Les raisons officielles invoquées étaient la météo, des pannes d'équipement, la nécessité de conserver les ressources. Officieusement, les hommes qui avaient été là-bas parlaient d'accidents, des avions perdus sous un ciel clair, des boussoles tournant à des moments étranges.
le sentiment que quelque chose ne voulait pas d'eux là-bas. Ils sont partis plus tôt que prévu. Les navires ont mis le cap vers le nord, laissant derrière eux du matériel emballé à la hâte et des questions sans réponse sous des kilomètres de glace. Sur le chemin du retour, Byrd s'est arrêté au Chili. Il a accordé une interview à un journal local. Le journaliste s'attendait à ce qu'il parle des pingouins et du courage. Au lieu de cela, Byrd s'exprima avec prudence sur l'avenir, sur un nouveau type de danger. Il déclara que les États-Unis devaient se préparer à se défendre contre des objets capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. La citation fut publiée, puis discrètement minimisée dans la couverture médiatique américaine. Pour la plupart des lecteurs, cela ressemblait à une référence à des avions ou des fusées à longue portée. Ceux qui avaient vu l'anneau dans la grotte entendirent autre chose. Ils ont entendu un homme qui avait pris connaissance des notes allemandes concernant une comète qui traverserait le ciel au-dessus des deux pôles et déclencherait une série de réactions dans des endroits que les humains comprenaient à peine. Des décennies plus tard, lorsque 3I/Atlas fut enfin repéré, alors qu'il tombait dans l'obscurité, un analyste à la retraite, travaillant dans des archives américaines, sortit le dossier High Jump de Byrd. Il superposa la trajectoire moderne à l'ancienne courbe allemande. Elle correspondait à l'épaisseur d'un trait de crayon près. Il a tourné la page où figurait la phrase traduite « Signaux du Wanderer ». Dans la marge, ajoutée d'une autre main des années après la traduction originale. Quelqu'un avait écrit 3 caractères. 3IA. Le débriefing a eu lieu dans une petite pièce d'un bâtiment de Washington qui n'avait pas encore de nom officiel. L'amiral Byrd était assis à une extrémité d'une table sobre. En face de lui se trouvaient 3 hommes en costume qui n'ont jamais révélé leur grade. Un sténographe était assis à côté, la tête penchée sur une machine qui cliquetait doucement dans le silence. Sur la table se trouvait un dossier marqué du sceau des services de renseignement de la marine et un autre, plus mince, contenant des copies des notes allemandes, prises à la station Drey. Ils ont commencé par des questions de routine. Les conditions météorologiques, les défis logistiques, l'épaisseur de la glace, toutes les informations qui figureraient dans les rapports publics et les manuels de formation. Byrd répondit patiemment. Il avait déjà vécu cela auparavant. Expédition, comité, briefing. Il connaissait le rythme. Puis, l'un des hommes en costume ouvrit le dossier plus fin et fit glisser une photo sur la table. Elle montrait l'anneau dans la grotte, le métal sombre, les équipements installés autour, les légères traces de craie sur le sol, là où les bottes américaines avaient effacé les empreintes allemandes. L'homme tapota la photo du bout du doigt. « Décrivez cette installation », dit-il. Byrd s'exécuta. Les dimensions, les matériaux, la façon dont l'anneau semblait étrange à regarder, comme si l'œil ne parvenait pas à en saisir les contours. Il leur parla de l'oscilloscope fissuré, des boutons de réglage réglés sur des fréquences en dehors des bandes de communication normales, du cahier qui mentionnait le couplage à un réseau lié à la trajectoire d'un objet qu'ils avaient appelé le Wanderer. Le deuxième homme fit glisser un autre document vers lui. Une courbe dessinée à la main, superposée à un schéma du système solaire. L'orbite allemande. « Nos collègues d'Annapolis ont vérifié ces chiffres, dit-il. Ils affirment que ce n'est pas absurde. Si ces équations sont correctes, ce Wanderer, quel qu'il soit, vient de très loin, traverse notre voisinage,
puis repart en suivant une très longue trajectoire. Ils affirment qu'il sera au plus près de nous vers la fin du siècle. Byrd acquiesça. Cela correspond aux estimations de notre astronome. Le premier homme se pencha en avant. « Amiral, croyez-vous que les Allemands ont construit cet appareil ?» Byrd réfléchit à sa réponse. « Ils l'ont assemblé, dit-il. Quant à savoir s'ils ont construit l'anneau lui-même, c'est une autre question. Le métal ne correspondait à rien de ce que nous connaissons. Aucune marque, aucun code de fabrication. Ils ont construit le berceau autour. Ils l'ont connecté à leur radio. Ils l'ont réglé. Mais le cœur de l'appareil semblait plus ancien. « Plus ancien que quoi ?» demanda le troisième homme. « Plus ancien que le Reich », répondit Byrd. « Plus ancien que nous. » Ils lui posèrent des questions sur les gravures, le ciel sur les murs, la ligne marquant le chemin du Wanderer. Byrd les décrivit avec le même ton calme qu'il avait utilisé pour évoquer la consommation de carburant et la vitesse du vent. Les hommes en costume écoutèrent sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, le deuxième homme ferma le dossier. « Vous comprenez, amiral, dit-il, que rien de ce que vous nous avez dit aujourd'hui ne peut figurer dans le rapport officiel. » Byrd faillit éclater de rire. « Cela a toujours été le cas dans ma vie, » répondit-il. Ils ne sourirent pas. Ils parlèrent plutôt de politique, de ce qui allait se passer ensuite. L'anneau avait été enseveli sous des tonnes de roches et de glace. Le camp détruit, la grotte effondrée. Le récit officiel de High Jump resterait l'entraînement et la cartographie. Toute mention des bases allemandes se limiterait à des dépôts de carburant et des stations météorologiques banales. Quant au Wanderer, il serait consigné dans un dossier séparé, classé secret, diffusé uniquement parmi un petit groupe coordonnant les programmes d'observation à longue distance. Les États-Unis, dit l'homme, surveilleraient le ciel. Discrètement. Pas d'annonce publique. Pas de spéculation. Si cet objet existait, il saurait quand il arriverait. Et il serait prêt à voir comment les planètes réagiraient. Byrd posa une question de son cru. Et si les Allemands n'étaient pas les premiers à avoir trouvé cette grotte? Le silence se fit dans la pièce. Il décrivit le sentiment qu'il avait éprouvé dans le tunnel. La façon dont les parois rocheuses lisses portaient des traces d'usure qui ne correspondaient pas aux entailles récentes des Allemands autour de l'entrée. La façon dont les gravures se superposaient les unes aux autres, certaines lignes nettes, d'autres usées, comme si elles avaient été tracées et retracées à maintes reprises au cours d'une longue période. Le fait que l'anneau reposait sur un cadre en acier brut qui n'appartenait manifestement pas au sol en pierre en dessous. Quelqu'un a gravé ces cartes bien avant que les hommes ne s'envolent vers le sud à bord de navires, dit-il. Quelqu'un a observé ce Wanderer avant nous. Les hommes en costume ne répondirent pas. L'un d'eux prit des notes sur un bloc-notes. Un autre ferma le dossier. Le sténographe continua à taper pendant quelques minutes. Puis, la séance prit fin. La transcription de ce débriefing fut tapée en 3 exemplaires. Un exemplaire fut versé au dossier personnel de sécurité de Byrd. Un autre fut versé aux archives du renseignement naval. Le 3e fut placé dans des archives plus modestes qui contenaient des documents liés à des phénomènes inhabituels pouvant avoir une importance militaire. Des années plus tard, lorsque les dossiers furent remballés et déplacés, l'un de ces exemplaires disparut. Des décennies passèrent. À la fin des années 1990, le nom 3I/Atlas lui fut attribué.
Des télescopes suivirent sa trajectoire. Les données furent entrées dans des ordinateurs qui mirent à jour les éphémérides et tracèrent ses positions futures pour les décennies à venir. La plupart des astronomes impliqués le considéraient comme une curiosité scientifique, un objet interstellaire sur une longue trajectoire étrange, intéressant, exotique, mais juste une chose de plus à mesurer. Dans un bureau sans fenêtre, un analyste a sorti une vieille courbe d'un dossier jauni et l'a superposée à la trajectoire moderne sur un écran. La correspondance était toujours là. Une ligne tracée au crayon allemand et un modèle numérique séparé par 60 ans et une guerre traçant la même trajectoire. Il a récupéré la transcription du débriefing qui avait survécu. Il a lu les réponses mesurées de Bird, la brève mention des signaux, les notes sur les fréquences pour lesquelles aucun émetteur terrestre n'avait été construit, la remarque selon laquelle l'anneau ne semblait pas être d'origine humaine. Sur un bloc-notes séparé, l'analyste écrivit une seule phrase. Si un dispositif réglé sur le Wanderer existait sous les roches de l'Antarctique en 1940 et que ce dispositif répondait au même objet que nous appelons aujourd'hui 3I/Atlas, alors nous sommes au moins la deuxième civilisation à construire du matériel pour un réseau que nous ne comprenons toujours pas. Il souligna deuxième. La note n'a jamais quitté la pièce. Lorsque 3I/Atlas a fait sa prochaine approche et que les instruments du monde entier se sont allumés avec des signaux liés à son passage, personne n'a mentionné l'opération High Jump dans les briefings publics. Personne n'a parlé de la station Drey, de l'anneau dans la grotte ou de l'orbite dessinée d'une main allemande. Le récit officiel s'est concentré sur les origines interstellaires et la composition chimique. Mais en privé, un très petit groupe a gardé un œil sur les pôles. Les satellites surveillaient les aurores boréales à la recherche d'anomalies qui ne correspondaient pas à l'activité solaire. Des radars profonds surveillaient les changements dans la glace, à l'endroit où se trouvait le tunnel effondré. Des sismomètres écoutaient les tremblements rythmiques dont la période correspondait à l'impulsion de la comète. Un logiciel signalait toute rafale soudaine et cohérente de fréquences étranges provenant de la direction de la Terre de la Reine Maude. La plupart du temps, il n'y avait que du bruit. Puis, lors d'un passage, un capteur a enregistré un signal faible et étroit provenant de l'intérieur de l'Antarctique, faisant écho à une fréquence que 3I/Atlas venait de balayer quelques minutes plus tôt dans l'obscurité au-dessus de l'autre côté de la planète. L'impulsion a duré moins d'une seconde. Elle a été enregistrée, horodatée et classée dans un système qu'il a marqué d'un ancien mot-clé importé d'une copie papier numérisée d'un cahier allemand. Wanderer